le déroulé qui va nous permettre en fait de voir les personnes qui vont intervenir et qui vont se présenter. Il y aura tout d'abord une présentation, par l'État, du plan littoral et d'avenir littoral, puis, des choses beaucoup plus, je dirais, concrètes avec la région qui détaillera les thématiques puisque nous sommes la 5e édition et celle à venir. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du règlement de cet appel à projets qui va ouvrir le 16 février avec, Haddock. Puis, des conditions, notamment, sur lesquelles seront jugés les dossiers qui seront déposés avec le pôle maire. Et après cette partie, un peu technique, celle qui sera, vraiment la plus intéressante, pour vous et pour, les projets que vous pourriez monter, c'est les besoins des professionnels, à la fois de la filière pêche et de la filière aquaculture et ensuite un temps de réponse. Donc on va commencer par un bref, tour de table dans cet ordre, donc j'invite, l'État à se présenter. Bonjour, Sarah Netter, donc chargée de mission mer littoral à la préfecture de région et responsable du plan littoral 21 pour l'État. Et je suis accompagnée de Tiffaine, qui est stagiaire chez nous, stagiaire Sciences Po. La région? Oui, bonjour à tous. Nicolas Dourlans à la direction de la mer, en charge de l'économie bleue et de l'innovation, et en charge pour la région de l'appel à projet Avenir Littoral. Haddock? Danielle Lestan, chargée de mission innovation sur l'économie bleue à l'agence Haddock et petite main sur l'AAP, notamment pour l'appui au montage des projets et dossiers. Je vais prendre la parole donc, Isabelle Bardin, déléguée régionale du pôle mer Méditerranée en Occitanie. Petite main aussi, et nous sommes 2 autres, ça fait plein de mains. Manon peut-être? Oui, bonjour, je suis Manon Pedroni, je suis directrice adjointe en charge de l'innovation au pôle mer. Et donc, je travaille avec Isabelle et Juliette sur cet appel à projet donc pour sa 5e édition. Juliette? Bonjour à tous, Juliette Armenieri-Paris, chargée de mission ressources biologiques marines au pôle mer et j'aide à la coordination de Avenir Littoral. Donc les professionnels de la filière pêche? On n'entend pas pour l'instant. Bonjour, Emmanuel Bassineux, secrétaire général du comité régional des pêches d'Occitanie. Merci. Bonjour, Perrine Cuvillier, secrétaire générale de l'OP du Sud, organisation de producteurs. La filière peut-être conchiliculture s'il n'y a plus personne de la pêche? Bonjour à tous, Fabrice Grillon-Gabory au comité régional de conchiliculture de Méditerranée en charge de la stratégie de la filière conchilicole. Et je vois qu'il y a le CEPRALMAR. Ouais, donc du coup, Jean-François Ollet, directeur du CEPRALMAR, qui est une structure satellite de la région Occitanie qui travaille pour le développement des filières pêche et aquaculture en région. Parfait, je pense qu'on peut peut-être, commencer à entrer dans le vif du sujet tout de suite et je passe donc la parole à Sarah Netter de l'État pour nous parler du plan littoral 21. Bonjour à tous. Alors, quelques éléments effectivement sur le plan littoral 21, même si je pense que nombre d'entre vous connaissent déjà ce dispositif. Donc, c'est un programme d'investissement porté par l'État, la région et la Banque des territoires, qui se matérialise par un accord cadre qui a été signé en 2017 par le préfet de région, la présidente de région Occitanie, le directeur de la Banque des territoires, et c'était en présence du Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve. Donc l'ambition, c'est 50 ans après la mission Racine, c'est d'accompagner un changement de modèle et c'est de donner un second souffle pour faire face aux défis, aux nouveaux défis qui se posent sur le littoral Occitanie, donc notamment la pression démographique et touristique,
l'exposition aux effets du changement climatique. Hein. On sait que le littoral Occitanie est particulièrement vulnérable au phénomène d'érosion du trait de côte et de risque de submersion marine et d'élévation du niveau de la mer. Et puis, c'est aussi un territoire qui se caractérise par un fort taux de pauvreté, donc des enjeux aussi de cohésion sociale et territoriale qui doivent être portés. Donc, c'est un peu tous ces aspects-là qui ont motivé, justifié le lancement de ce programme d'investissement. Donc, 3 axes structurants. La résilience écologique, donc les problématiques d'adaptation aux risques littoraux, érosion du trait de côte, submersion marine, les problématiques de préservation de la biodiversité, notamment par exemple la lutte contre les espèces invasives. Tout le monde a en tête le crabe bleu actuellement. Des problématiques aussi de mobilité douce. On finance voilà, des aménagements de cheminement doux, piétons ou cyclables. Donc ça, c'est le premier axe résilience écologique. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est développement économique. Donc concrètement, on finance des projets pour soutenir les filières pêche, aquaculture, conchyliculture, également les filières nautiques, sport nautique, et puis tout ce qui peut soutenir l'activité touristique, avec cette idée qu'on n'est plus dans un modèle de tourisme de masse, mais qu'il faut accompagner un peu l'émergence d'un modèle de tourisme durable. Et le dernier axe, c'est la cohésion territoriale. Donc, j'en parlais, c'est un territoire qui a des forts taux de pauvreté. 50 ans après la mission Racine, il y avait aussi cet enjeu d'accompagner la requalification des stations balnéaires ou la modernisation des ports de plaisance. Donc, voilà le type de sujet qu'on peut être amené à financer dans le cadre de ce programme. Donc le plan Littoral 21, c'est à la fois une enveloppe financière, une boîte à outils financière, puisque chacun les 3 partenaires, État, région, Banque des territoires, mettent à disposition des crédits vraiment dédiés. Et pour l'État, c'est vraiment une spécificité de l'Occitanie d'avoir une enveloppe financière dédiée. Ça n'existe pas sur les autres régions et c'est des moyens financiers assez importants, 80 millions d'État sur 10 ans. Et ces engagements des partenaires sont notamment formalisés dans le CPER pour l'État et la région. Donc, il y a un volet littoral dans le contrat de plan État-région Occitanie qui montre un peu cette volonté des partenaires de mettre les moyens pour accompagner la transformation du littoral. Et puis, au-delà de cette enveloppe purement financière, c'est vrai que le plan Littoral 21, c'est une dynamique partenariale. Hein. On travaille beaucoup avec la région, main dans la main, pour essayer d'avancer dans la même direction, d'impulser un certain nombre d'actions au travers d'appels à projets, comme celui dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette idée de se coordonner au mieux entre partenaires pour essayer de faire avancer les projets et soutenir les projets du territoire. L'autre caractéristique du plan Littoral 21, c'est qu'il repose sur une logique d'expérimentation. Il y avait dès le départ, dans l'accord 4, cette volonté de pousser l'innovation, de faire du littoral Occitanie un laboratoire de solutions, un démonstrateur face aux différents défis du XXIe siècle. Donc, c'est dans ce cadre-là, notamment, qu'on a lancé en 2019 l'appel à projet Avenir Littoral, qui est vraiment ciblé sur l'innovation. Donc, c'est un appel à projet porté par l'État et la région. La Banque des territoires n'est pas directement partenaire pour cet appel à projet. Donc, à chaque fois, l'État et la région mettent des moyens financiers à parité. On est vraiment à 50% État, 50% région. Donc, c'est le levier pour nous, Avenir Littoral, c'est le levier qui permet de développer l'innovation et l'économie bleue, et c'est vraiment l'appel à projet, le levier qui est à destination des entreprises pour nous. Donc, la volonté, c'est d'essayer de stimuler cet écosystème qui est déjà très riche en Occitanie, hein, un écosystème de start-up, de laboratoires de recherche qui est déjà très riche et très vivant.
et qui potentiellement peut permettre de développer des emplois et de l'activité économique. On a depuis le début l'appui, alors non pas des petites mains, hein, mais du Polmer et d'ADOC qui sont très présents pour nous et qui apportent vraiment toute leur expertise, non seulement dans le choix des thématiques, mais aussi dans le sourcing des entreprises, dans également le conseil pour monter les projets et l'analyse des offres. Donc on les remercie, évidemment, ils sont très présents et c'est loin d'être des petites mains, ou alors c'est des petites mains très très utiles et très expertes. Concrètement, l'appel à projet Avenir Littoral, c'est donc du coup, on finance des projets qui sont portés par des acteurs du territoire, donc start-up, entreprises, organismes de recherche, donc avec cette ambition de développer l'économie bleue, mais avec une spécificité par rapport aux autres appels à projets innovation qu'on peut voir au niveau national, par exemple, c'est que là, on veut vraiment inciter ces acteurs, ces entreprises à développer des solutions qui répondent à des problématiques spécifiques du littoral occitanie. Donc Nicolas, tout à l'heure, vous présentera un peu les différentes thématiques qui ont été développées dans les précédentes éditions, mais c'est vraiment une spécificité de cet appel à projet Avenir Littoral, c'est stimuler l'innovation, développer des solutions qui sont développées par des acteurs du territoire, mais vraiment pour le territoire Occitanie. Et donc, on aide les entreprises par cet appel à projet, mais les bénéficiaires indirects, c'est des acteurs beaucoup plus larges, et notamment les collectivités qui sont des bénéficiaires indirects de cet appel à projet, puisqu'elles peuvent expérimenter, tester des solutions nouvelles qui répondent à des problématiques très concrètes auxquelles elles doivent faire face au quotidien. Donc aujourd'hui, l'appel à projet Avenir Littoral, on en est à la 5e édition, c'est 31 projets lauréats, plus de 80 acteurs. Au total, des projets d'un coût, un coût total de projets de 10 millions d'euros qui sont subventionnés, donc État-région, pour près de 5,5 millions d'euros. Et on a depuis 2 ans un catalogue qu'on actualise chaque année et qui recense les différents projets avec l'état d'avancement, les résumés, les subventions attribuées. Donc ce lien vous sera communiqué, c'est sur la plateforme du Polmer Méditerranée. Alors, on va revenir maintenant sur les thématiques sur lesquelles on a travaillé dans les éditions précédentes d'Avenir Littoral pour vous donner un peu un panel des sujets qu'on a pu traiter et mettre à l'honneur dans cet appel à projet. Donc en 2019, la première édition, on avait 4 thématiques qui étaient l'agroalimentaire, le numérique, l'appui aux PME et la professionnalisation. Alors c'était des thématiques qui étaient assez larges, hein. C'était la première édition. On a quand même eu 9 projets qui ont été déposés avec 8 lauréats et 1 400 000 euros de crédit État et région qui ont été donnés aux porteurs. En 2020, la 2e édition, on avait des thématiques qui étaient orientées autour de l'érosion, la submersion marine, les écomatériaux et la gestion des risques. Donc là, on a eu beaucoup de projets puisqu'on en a eu 28 avec 11 lauréats et 2 millions d'euros de crédit État et région. En 2021, la 3e édition, on a proposé de travailler sur la valorisation et le recyclage des déchets à la mer, la question de la gestion de l'eau aussi, et le tourisme résilient littoral. 14 projets déposés, 900 000 euros de crédit État-région pour 5 lauréats. Et donc en 2022, la 4e édition, celle de l'année dernière, on était sur le verdissement du nautisme, puisqu'il y avait une vraie volonté de la région et de l'État d'accompagner particulièrement cette filière avec des enjeux notamment de décarbonation. Également la production et valorisation des bioressources marines et les solutions bio-inspirées pour les activités littorales et maritimes. Donc, on a eu 21 projets, 8 lauréats pour un montant total de 1,2 million de crédits État et région.
Et voilà, c'était pour vous montrer que finalement, cet appel à projet, que comme le disait Sarah tout à l'heure, c'est vraiment un outil assez unique en France, puisqu'on a ce partenariat État et région, en ciblant des thématiques, en ciblant des filières et des acteurs qui ont des besoins spécifiques qu'on propose d'accompagner au travers des subventions région et État. Et donc l'édition 2023, elle a été bâtie comme les autres années, c'est-à-dire que on a recensé les filières sur lesquelles on avait des besoins un peu spécifiques pour les mettre en lumière, essayer de trouver des solutions grâce à des porteurs un peu extérieurs à la filière qui peuvent apporter des réponses par l'innovation. Et donc cette année, les 2 filières identifiées, c'est pêche, aquaculture, conchyliculture, qui sont vraiment des filières qu'on accompagne État et région au quotidien. Et là, on voulait aller un petit peu plus loin sur l'innovation grâce à cet appel à projet. Donc la slide suivante permet d'entrer un peu plus concrètement dans l'appel à projet, les informations pratiques de cet appel à projet pour que vous puissiez avoir tous les éléments de réponse, en tout cas on le souhaite, pour pouvoir candidater à ce dispositif. Et les thématiques donc de cette année, donc on en a 2, ce que je disais sur les filières. L'axe thématique 1, c'est le soutien à la transition durable de la filière pêche. Donc les premières orientations qu'on a identifiées, mais qui seront détaillées par les professionnels juste après notre propos de présentation de l'appel à projet. Donc on a identifié la réduction de l'empreinte environnementale et des coûts énergétiques des navires, la diversification et l'évolution des pratiques des engins de pêche, notamment sur la sélectivité, la durabilité et le respect de l'environnement. Le développement de dispositifs d'observation halieutique, aussi l'évolution des pratiques culturelles face au changement climatique et le soutien à la diversification des activités. Et sur la deuxième thématique, soutien à la transition durable de la filière aquacole, donc la valorisation des bioressources marines et leurs coproduits, parce qu'on a vraiment identifié qu'il y avait un intérêt en tout cas à travailler sur ces questions-là. L'innovation des systèmes de production, la sécurisation de la qualité des produits, la décarbonation des flottilles, etc. Donc tout ça, ce sont des exemples d'enjeux sur lesquels on a envie qu'il y ait des projets qui soient portés, mais ce sera expliqué plus précisément juste après par les représentants des filières. Daniel, je te laisse la parole sur les critères d'éligibilité. Voilà, là vous m'entendez, je pense. Donc du coup, effectivement, les critères d'éligibilité, donc concernant notamment les porteurs de projets, donc les porteurs de projets de cet appel à projet, donc c'est une entreprise au sens européen du terme qui devra être localisée en région Occitanie. S'il n'est pas en région Occitanie, ce porteur devra présenter une preuve d'intention de s'implanter en région. Le lieu de réalisation du projet, bien entendu, c'est la région Occitanie et la durée du projet doit être exécutée sur une durée maximale de 18 mois. Forcément, le projet doit être en adéquation avec l'un des 2 axes thématiques qui vous a été présenté par Nicolas. Du coup, slide suivante, s'il te plaît. Donc, les coûts éligibles et financement, donc on retrouve des choses assez classiques en termes de dépenses de personnel. Bien sûr, c'est du personnel technique lié concrètement au projet de R&D, des dépenses d'investissement, des frais de mission et de déplacement qui ne devront pas dépasser 15% des dépenses éligibles. Il peut y avoir ensuite des coûts de prestation d'études, d'analyse et également d'autres coûts internes liés aux achats, aux consommables. J'en profite pour dire que cet appel à projet peut concerner à la fois des projets individuels, donc avec un porteur entreprise et qui a des prestataires, donc entreprise ou labo, mais c'est lui qui assume l'entièreté des dépenses, soit de type collaboratif où là, il y a un partenariat, c'est un peu du gagnant-gagnant et donc parmi les partenaires, il peut y avoir notamment des laboratoires de recherche
Et je vous présenterai là tout à l'heure sur le tableau comment, voilà, un petit peu les règles de financement. Mais en tous les cas, il faudra à ce moment-là qu'il y ait un projet d'accord de consortium, si c'est un projet, partenarial. Donc le montant de la subvention, donc compris entre 20 000 et 300 000 €, en sachant que cela s'inscrit dans ce qu'on appelle un régime, lié à la recherche, développement et l'innovation, régime dit RDI, qui est un régime, classiquement utilisé pour tout ce qui est innovation. Hem et donc ce régime, le taux d'aide qui est un taux d'aide maximal, dépend à la fois de la taille, du type de recherche et du partenariat. Donc on va vous l'illustrer, je crois, en slide, suivante. S'il te plaît, voilà. Donc dans ce tableau un petit peu barbare, on retrouve, sur les premières lignes, lorsque c'est un projet individuel, donc en fonction, si vous êtes une petite entreprise, le porteur est une petite entreprise, entreprise moyenne ou grande entreprise, vous voyez bien que la grande entreprise, elle est moins, forcément moins aidée. Et pareil dans l'autre sens, c'est fonction du type de recherche, voilà, si on est sur de la recherche, industrielle, expérimentale ou faisabilité, et là, plus on est proche du marché, moins il y a d'aide. Et en fait, en dernier point, donc ce que je vous disais, c'est aussi, fonction du type de si on est sur un projet individuel ou collaboratif. Et en fait, il y a toujours un bonus si on est sur un projet collaboratif. J'ai oublié de préciser que sur la taille des entreprises, on est toujours sur, consolidé. Donc là, ce sont les règles pareilles européennes. On pourra vous envoyer les éléments, si, voilà, vous ne les avez pas. Je pense que j'ai tout dit, sinon, voilà, n'hésitez pas à compléter. Merci. Merci Daniel. On passe maintenant aux critères de sélection qui sont, comme les années précédentes, à quelque chose près. On a d'abord le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet. Forcément, ça va passer par le degré de rupture en termes d'innovation technologique ou non technologique, le caractère innovant par rapport à l'état de l'art, le développement de nouveaux produits ou services innovants conduisant à une mise sur le marché et la génération de retombées économiques. Au niveau de la pondération, c'est 20% de la note. Ensuite, sur la partie marché, forcément, il y a la qualité et la robustesse du modèle économique, marché potentiel de la solution développée. C'est super important puisque vous allez développer un produit, il faut absolument qu'il soit cohérent avec les demandes du marché. Et c'est pour ça qu'on a associé à cela le développement du produit-service en réponse à l'opération, en réponse opérationnelle aux besoins du professionnel de la pêche et de la conchiculture et de l'aquaculture. En d'autres mots, ça veut dire que votre projet, enfin votre produit projet doit répondre aux attentes de la profession qui vous sera présenté juste après. On a ensuite les retombées économiques et financières. Donc, assez simple, ça va être les retombées économiques et emplois créés ou maintenus en région Occitanie, issus directement ou indirectement du projet, 15% de la note. Publication, enfin retombées scientifiques ou technologiques, avec notamment des brevets, publications ou alors l'implémentation d'une nouvelle brique techno. Il y a une partie à 15% sur l'organisation du projet, c'est-à-dire est-ce que c'est un groupement, complémentarité des compétences du groupement ou adéquation des compétences de l'équipe dédiée au projet. On va aussi parler de la capacité du porteur ou et de son consortium éventuel à mener à bien le projet, notamment sur la partie opérationnelle et financière. Une partie aussi sur budget et planning, si, le projet que vous proposiez, sachant que c'est maximum 18 mois puisque, ce sont les critères d'avenir littoral, il y a de la pertinence sur la durée et si le budget est cohérent à l'ambition des travaux menés. Ça, c'est 15% de la note. Et ensuite, on a une partie sur les critères d'éco-conditionnalité du projet, pertinence du projet par rapport aux enjeux écologiques et énergiques, sociaux et éthiques à 5%. Et enfin, il y a une, appréciation globale du projet sur 10%. Sur le process de candidature, donc vous allez pouvoir déposer, votre dossier sur la plateforme, qui en est dédiée. Donc sur le dossier, on va vous demander de respecter la nomenclature qui est nommée dans le règlement. C'est relativement important, derrière pour nous et donc vous avez, plusieurs annexes que vous verrez et une annexe financière. Je fais juste un petit rappel, quand on fait l'éligibilité des projets, nous on se concentre sur l'annexe financière
vous allez nommer, enfin avoir le budget total du projet dans plusieurs rubriques de votre dossier. Si on voit qu'il y a des incohérences sur ce dossier, on va toujours se reporter à l'annexe financière. Le dépôt du dossier, comme je l'ai dit, se fait sur la plateforme numérique du pôle maire et l'ouverture de cette plateforme sera le 16 février jusqu'au 13 avril à midi. Donc sur le calendrier, comme je vous l'ai dit, on ouvre la plateforme le 16 février et on va clôturer le 13 avril. Ensuite, semaine du 19 juin, ce sera des auditions éventuelles des projets. Et en automne 2023, il y aura l'annonce des lauréats et la cérémonie des remises des prix. Voilà. Sachant que tout le dossier, donc que ce soit les annexes, le dossier ou autre, et le règlement surtout, sera mis en place sur la plateforme du pôle maire qui sera ouvert le 16 février. On va maintenant laisser la place aux professionnels. Donc j'appelle les professionnels de la filière pêche à allumer leur micro et leur caméra pour pouvoir vous présenter les défis qui vont vous lancer à relever. Et je crois que Bertrand de Lopé-Satouan, tu es arrivé, tu n'as pas eu le temps de faire le tour de table, si tu veux peut-être juste qu'on te voie. Bonjour, Bertrand Menning, le directeur de l'organisation de producteurs Satouan basée à Sète. On ne s'était pas mis d'accord, je ne me souviens plus si c'était le comité régional, je pense que ce serait peut-être le mieux que ce soit le comité régional qui fait la petite présentation. Ça marche, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Emmanuel, je te laisse la parole. Vous pouvez faire défiler ou voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter nos besoins. Déjà, avant toute chose, on présentera l'activité de la pêche en Occitanie. Et, donc, pour rappel, la pêche en France, c'est 210 000 tonnes et en Occitanie, c'est 10 000 tonnes pour 40 millions. C'est à peu près 5% du volume national. On représente sur toute la Méditerranée environ 2000 navires. Sur ce qui fait par rapport aux 13 000 navires sur la France entière. Donc, vous voyez, c'est une petite proportion. Une pêche française de 13 000 emplois et chez nous, on est approximativement à 2 000 marins embarqués. Merci. Notre pêche, au niveau de la filière aval, nous avons 4 à la marée qui sont découpés au niveau de Port-la-Nouvelle, Agde, Sète et le Gros-du-Roi. Ces 4 à la marée sont surtout, comment on va dire, en fait, la flottille chalutière représente à peu près 80% des apports en criée, ce qui est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de navires qui sont des chalutiers, et rien que ces 50 navires apportent 80% des apports en criée. Donc, vous avez une décomposition sur le graphe du milieu, qui est le pourcentage de nombre d'entreprises sur la France. Pour la Méditerranée, c'est 12%, 7% des effectifs et 8% du chiffre d'affaires total. Et à droite, vous avez les activités de transformation, donc qui est toujours sur la filière aval. Donc, on voit que les entreprises représentent 9% en Méditerranée pour 5% du chiffre d'affaires total, donc des petites entreprises globalement. Les principales structures qui représentent la pêche en Occitanie, donc il y a 3 comités régionaux en Méditerranée, 3 comités régionaux, un en Corse, un en PACA, un en Occitanie. Il y a plusieurs comités départementaux et interdépartementaux. Si on parle de l'Occitanie, il y a 2 comités locaux. Donc, c'est un comité local qui est au Gros-du-Roi, le comité départemental du Gros-du-Gard, et vous avez un comité interdépartemental pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude, le 1166. Vous avez 3 organisations de producteurs. La première qui est la Satouan, qui représente 110 navires, 6 000 tonnes, 50 millions de chiffre d'affaires. L'OP du Sud, 150 navires, 4 700 tonnes et 24 millions. Et une dernière OP qui est l'OP du Levant, qui représente 80 navires, qui est basée sur Marseille et qui a des adhérents sur l'Occitanie. Un point aussi assez particulier, sur toute la Méditerranée, nous avons des organisations spécifiques à la Méditerranée qui sont les Prud'homies. Il y en a 33 sur toute la Méditerranée et 11 sur l'Occitanie. Alors, nos enjeux.
Les enjeux, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est l'environnement. Bien entendu, on a beaucoup d'attentes au niveau de la réduction de nos impacts environnementaux, impacts sur les habitats et aussi sur les espèces sensibles. On souhaite travailler sur une amélioration de notre sélectivité des engins de pêche, améliorer aussi le recyclage des engins, mais des caisses PSE et plastique. Les engins, on parle par exemple des filets, etc. Et bien sûr, avoir des liens entre les activités durables et les aires marines protégées au sens large. On a des enjeux au niveau des ressources halieutiques, c'est de renforcer nos connaissances. Il y a une faute, pardon, des ressources exploitées. Moins de 5% des espèces exploitées bénéficient de suivi scientifique, ce qui est très faible en fin de compte au regard de ce qu'on exploite. C'est faire face aussi aux enjeux de réchauffement climatique, puisque bien entendu on est très préoccupé par rapport à ça, et améliorer l'acquisition des connaissances, milieu, écosystème, espèces cibles et sensibles, les impacts des EMR. Trois autres enjeux qui sont réduire la dépendance et améliorer l'efficience énergétique. Tout ce qui concerne la décarbonation, qui est un gros enjeu, puisque par exemple sur la flotte chalutière, aujourd'hui, c'est entre 40 et 50% de leurs frais. Donc un gros enjeu par rapport à cette décarbonation, et notamment pour les navires. Et après, sur les structures à terre, bien entendu, quand on a des chambres réfrigérées, il y a aussi beaucoup d'enjeux au niveau de l'efficience énergétique. La valorisation, on souhaite toujours, bien entendu, travailler sur une meilleure valorisation de nos produits, nos coproduits, et identifier des nouveaux marchés, les circuits de valorisation et de distribution, toute la filière aval. Et enfin, sur la partie administrative, les fonds européens, c'est toujours améliorer notre accès aux fonds européens avec toutes les contraintes aujourd'hui administratives et réglementaires que l'on peut rencontrer au niveau de la pêche, et Dieu sait qu'ils sont importants. Je crois que voilà. Donc pour conclure, on a beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'enjeux, de besoins au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de la pêche en elle-même, mais aussi sur la filière aval, puisqu'on représente quand même 4 criées, et il y a beaucoup de travail à ce niveau-là à faire. Je vais laisser la parole s'ils veulent intervenir au niveau des OP, s'il y a des choses qui souhaitent rajouter par rapport à ce qui a été dit. Non, Bertrand Wenning, ça a été assez clair et rapide. Les enjeux sont importants et le domaine de l'innovation est également une priorité pour le domaine des pêches maritimes. Voilà. J'ai rien à ajouter non plus. Merci Emmanuel. Si c'est bon pour tout le monde, on peut passer à l'axe 2 qui est sur la conchyliculture. Du coup, j'appelle Fabrice Grillon qui est présent. Merci. Fabrice. Rebonjour à tous. Déjà, merci à la préfecture de région, la région, ADOC et le Polmer de nous laisser la possibilité d'exprimer très concrètement les besoins de la filière conchylicole méditerranéenne. Donc là, la particularité, à la différence de ce qu'a présenté Emmanuel juste avant, nous, le CRC Méditerranée, on couvre toute la façade méditerranéenne, mais je prendrai à tâche à souligner ici les enjeux plus spécifiques à la région Occitanie. Voilà, donc juste pour rappeler ce qu'est la filière conchylicole en Occitanie rapidement, sans vous asséner de chiffres, c'est un peu plus de 500 producteurs, avec 2 zones de production en étang, donc avec l'étang de Thau, qui regroupe 500 entreprises, hein, donc c'est la majorité de la production conchylicole méditerranéenne et donc occitane. Et puis l'étang de Leucate qui regroupe à peu près 25 entreprises. 4 zones de production en mer, donc au large de Marseille-en-Sète et au large de Frontignan, au large de Vindre et au large de Gruissant. Donc sur ces zones de production en mer sont produites principalement des moules, et en étang, sur l'étang de Thau, des moules et des huîtres, et sur l'étang de Leucate, principalement des huîtres.
Grosso modo, hein, pour repositionner l'Occitanie à l'échelle nationale, c'est à peu près 8% de la production conchilicole nationale et un peu plus de 20% des entreprises conchilicoles françaises. Donc, ça souligne tout de suite que la particularité des entreprises conchilicoles méditerranéennes, c'est qu'on est sur des petites entreprises familiales. Voilà ce que je voulais vous présenter en grands chiffres pour repositionner la filière à cheval sur l'Aude et sur l'Hérault. Donc, le comité régional de conchiliculture de Méditerranée s'est engagé depuis 2018 et plus concrètement en 2020 dans une logique de contrat de filière conchilicole en partenariat avec l'État et la région Occitanie, où nous sommes à la co-animation de cet outil au service de la filière. Et le challenge qu'on s'est donné dans le cadre de ce contrat de filière conchilicole, c'est de se dire que d'ici à 2030, grâce à des idées nouvelles et un travail collectif concerté, les conchiliculteurs de Méditerranée auront su élaborer et valoriser des produits de qualité et imposer une belle notoriété de durabilité des lagunes et de la conchiliculture méditerranéenne. Donc on voit bien, on sent poindre que l'innovation est au cœur de nos préoccupations pour nous aider à relever tous ensemble ce challenge. Juliette, je ne sais pas qui a la main, c'est Juliette, je crois. Voilà. Donc pour repositionner dans sa globalité le contrat de filière conchilicole, donc il y a 3 grandes orientations qui regroupent un peu plus d'une centaine d'actions en cumulé. La première orientation, c'est l'adaptation et la résilience face au changement climatique des écosystèmes et aux pressions sanitaires. La seconde, c'est l'accompagnement des entreprises au quotidien et la sécurisation des espaces de production. Et la troisième, c'est la promotion de la conchiliculture et la valorisation des produits. Les attentes et les besoins que je vous présenterai juste après dans le cadre de cet appel à projet plan Avenir Littoral seront principalement et plutôt dans l'orientation 1 du contrat de filière conchilicole. Et ce que je voulais juste souligner avant de glisser un peu plus concrètement sur nos attentes et nos besoins, c'est que la notion d'innovation est au cœur, bien entendu, de la stratégie du contrat de filière conchilicole et se retrouve dans l'axe transversal B. Merci Juliette. Donc, il y a 3 thématiques qui ont été identifiées, qui nous ont semblé pouvant intégrer cet appel à projet Avenir Littoral, que je vais vous dérouler les unes après les autres. Donc, la première, c'est la valorisation des coproduits, qui répond à 4 objectifs. Le premier, c'est le développement des pratiques vertueuses. Le second, c'est la réduction de l'impact sur l'environnement de la production conchilicole. Le troisième, c'est l'impulsion de l'économie circulaire. Et le quatrième, c'est la valorisation des déchets coquillés et notamment sur les coquilles de moules, puisque sur les huîtres, il y a quelques solutions qui sont déjà identifiées et dont certains porteurs de projets, j'ai pu voir, sont présents aujourd'hui, que je salue. Mais aujourd'hui, notre vraie thématique, ça va être sur la valorisation des coquilles de moules. La seconde thématique, c'est un environnement de travail productif et durable avec des outils de production plus adaptés aux conditions du 21e siècle, donc avec des changements de nos écosystèmes de production, nos structures d'élevage, que ce soit en étang ou plutôt en mer, qui sont relativement figées sur leur modèle, avec le modèle de table conchilicole en étang et le modèle de filière en mer. Donc, c'est de se dire comment, en fait, on peut apporter de l'innovation sur ces outils-là, sans faire table rase de ce qu'il existe pour passer sur des nouveaux systèmes de production. Et donc, du coup, là, j'ai identifié à nouveau 4 objectifs. Le premier, c'est l'identification de l'opportunité de l'essaimage de nouvelles techniques de production, donc qui pourrait dire finalement on revoit le fonctionnement du modèle de table conchilicole et on va vers autre chose, que ce soit en étang ou que ce soit en mer aussi. Le second, c'est l'élaboration d'une table conchilicole plus adaptée aux conditions environnementales de production et qui soit plus ergonomique, tout en sachant qu'il y a déjà des travaux qui sont menés par le CRCM, et l'idée c'est d'aller plus loin en fait, et d'aller plus loin que ces travaux. Le troisième, c'est le maintien d'outils de production efficaces à externalité toujours positive sur l'environnement. Et enfin, le dernier objectif, c'est l'adaptation au changement climatique et aux phénomènes induits
défavorables à la production conchilicole, et notamment on soulignera l'acidification, la salinité et la température qui font partie des changements principaux de nos écosystèmes liés au changement climatique. Et enfin, la troisième thématique qui consiste à sécuriser les productions, puisqu'on l'a vu, les écosystèmes de production changent, les pressions sanitaires, microbiaux, bactériaux sont également fortement présentes et ont un impact notamment sur la qualité, mais aussi et surtout sur la commercialisation des produits. Et donc là, deux objectifs sur la sécurisation des productions. Le premier, c'est mieux connaître et toujours plus surveiller les milieux de production. Et le second, c'est l'anticipation des phénomènes de bloom phytoplanctonique dans l'eau et l'anticipation des phénomènes de contamination microbiologique et ou virale des milieux de production. Voilà pour ces trois grands items. En synthèse, la valorisation des coproduits, 2, l'innovation des outils de production, table ou filière conchilicole, et 3, la sécurisation des productions face au changement des écosystèmes de production. Je vous remercie de votre attention et espère avoir été suffisamment précis sur nos attentes. C'était effectivement très, très clair. Je propose qu'on passe déjà à la séquence de questions-réponses. Peut-être en levant la main, on va voir si on arrive à voir tout le monde. Donc, qui se lance en premier? Oui. Maxime Paris a levé la main. Je vous en prie. Bonjour. Est-ce que mon micro est bien allumé? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette session. J'avais une question par rapport à l'éligibilité des entreprises ayant déjà été lauréates d'Avenir Littoral. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que on peut quand même rentrer justement dans cet appel? Et je voudrais avoir un peu plus de détails dessus, s'il vous plaît. Oui, Maxime, peut-être pour vous répondre, non, il n'y a pas c'est pas un critère aujourd'hui de sélection des dossiers d'avoir déjà été lauréat. Ce qui compte, bien sûr, c'est la qualité du projet et les critères qui vous ont été présentés tout à l'heure. Hein. Donc, clairement, non, c'est pas un sujet. Très bien, merci beaucoup. Merci. J'ai François Hardy. Oui, bonjour, François Hardy. J'ai une question encore concernant l'éligibilité des projets sur des projets collaboratifs. Est-ce que, admettons, s'il y a deux sociétés, est-ce que les deux sociétés doivent être en Languedoc-Roussillon ou il acceptait qu'une porteur du projet soit en Languedoc-Roussillon et l'autre pas? Merci. Alors peut-être sur cette question-là, effectivement, il y a possibilité d'avoir une entreprise dans le cadre d'un consortium qui ne serait pas en Languedoc-Roussillon, c'est effectivement faisable. Ok, et c'est un inconvénient ou c'est un moins, j'ai envie de vous dire, par rapport à votre grille de cotation ou pas? Non, c'est pas un moins. Encore une fois, c'est la qualité de la proposition qui sera regardée. Ok, merci. Alors, Alexandre, ça doit être Blumetto, je suppose. Blutolab, presque. Blutolab. Je ne voyais pas du tout la suite. Non, il n'y a pas de problème. Donc Alexandre Pédaner du syndicat mixte du Bassin de Thau, qui effectivement pilote la plateforme Blutolab qui est dédiée à l'innovation littorale environnementale, en compagnie de Béatrice Paris à mes côtés du DLAL. Et j'ai une question par rapport à ce que Daniel a soulevé tout à l'heure. Elle a parlé d'entreprises constituées. Je voulais juste vérifier qu'une entreprise créée depuis, c'est peut-être moi qui ai mal interprété, mais j'ai vérifié la durée d'existence ou la date de création de l'entreprise, dans quelle mesure elle est regardée et dans quelle mesure constituée signifie qu'il faut qu'il y ait 1 an, 2 ans ou 3 ans d'existence pour
pour être éligible ou si la simple création suffit. Voilà, je ne sais pas si ma question est très claire, mais j'ai essayé de la détailler un petit peu. Je peux répondre, sauf si Nicolas, tu préfères peut-être, ou Nicolas ou Sarah. Mais normalement, sur cet appel à projet, il n'y a pas de distinction sur la date la date d'éligibilité, la date de création de l'entreprise. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est vrai qu'une entreprise qui a un peu d'ancienneté, elle a un chiffre d'affaires, et cetera. Donc là, je pense qu'effectivement, ça sera aussi important de bien se projeter en termes prévisionnels d'activité. Je ne sais pas par contre si on a demandé un prévisionnel d'activité. Je ne me souviens plus dans les annexes. Je ne sais pas si, en tout cas, il faudra bien l'étayer dans le dossier, puisque c'est vrai qu'on n'a pas d'antériorité. Je ne sais pas si j'ai répondu, si ça. En tout cas, il n'y a pas de critères par rapport à la date de création, antériorité. Merci Daniel. Et par contre, comme on l'a vu aussi en termes de montant de subvention, les chiffres donnés étaient les chiffres maximaux. Donc ça veut dire aussi que la société qui est nouvellement créée doit avoir les capacités à financer la partie qui ne sera pas subventionnée. Donc il y a effectivement à bien mettre en avant, notamment parce qu'il n'y a pas d'historique, la capacité opérationnelle, financière, humaine aussi, puisque quand on crée sa société, il y a beaucoup de choses à faire, à mener à bien le projet dans le délai de 18 mois. Oui, et pour compléter, c'est vrai qu'en tout cas pour toutes les aides, elles sont plafonnées. Alors c'est un taux max qu'on vous a présenté, mais de toute façon, elles sont plafonnées aussi ce qu'on appelle les fonds propres ou quasi fonds propres de l'entreprise. Donc il y a une question de la part d'Aurélien Croc. Bonjour, je voulais savoir si quand on porte un projet qui pour devenir réalité nécessiterait des autorisations de la préfecture par exemple, est-ce que le fait d'être sélectionné permet d'accélérer ce genre d'obtention ou d'avoir voilà, un examen plus clément puisqu'il s'agira aussi d'un démonstrateur? On va peut-être laisser Sarah répondre. Sarah, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Donc, il n'y aura pas de dérogation automatique à partir du moment où vous serez, si vous êtes lauréat, mais c'est sûr qu'on va regarder de plus près. Enfin voilà, les services de l'État seront associés pour voir comment vous accompagner au mieux. Et l'idée de ces projets, c'est aussi de voir la faisabilité réglementaire des projets. Donc, Ok. Ok, merci. Nous avons une question de Frédéric Roure. Oui, bonjour. Donc, on porte un projet avec des nouveaux matériaux, des écomatériaux, et la question pose sur le positionnement sur. On va travailler avec des labos, on va travailler un peu avec le Célimer et l'Ifremer. Et comment on fait pour candidater sur de la recherche fondamentale en créant une activité économique? Enfin, le souci que j'ai, c'est de dire, on est capable de soumettre un dossier collaboratif. Mais en recherche fondamentale, c'est possible de faire un budget prévisionnel et de répondre à tous les critères? Ah. J'ai perdu? Oui, alors je ne sais pas, je vais vous laisser répondre peut-être Nicolas, mais normalement, on n'est pas sur de la recherche fondamentale. Sur ces appels à projets, on est Ouais. plus à partir de la faisabilité de la recherche industrielle.
Ouais, le but, c'est que derrière, on ait une mise sur le marché. Et c'est d'ailleurs un des critères de sélection du dossier pour voir dans quelle mesure les travaux qui vont être subventionnés vont permettre derrière de créer un nouveau service et d'être économiquement viable. Voilà. Et il y a effectivement la contrainte de temps de 18 mois et les critères économiques qui ont été rappelés, qui montrent bien que on n'est pas dans de la recherche fondamentale, effectivement. Et l'importance d'ailleurs, dans le cadre de cet, appel à projet, à éventuellement prendre contact, avec, les professionnels pour justement, affiner votre projet, vérifier, que ça correspond bien. Donc, pour, tout ce qui est recherche fondamentale, il y a d'autres, modes de financement, mais c'est pas effectivement le cadre ici. Ok, d'accord, j'ai bien compris. Mais en fait, c'est juste avec un nouveau produit, il y a plein d'applications. Donc, c'est pas forcément de la recherche. Ce sera de la recherche appliquée, quoi. Mais, ok, compris. Merci. Alors, il y a 2 mains qui ne se sont pas encore baissées. Je ne sais pas si c'est un oubli du côté d'Aurélien Croc et de Frédéric Roure qu'on nous venons d'avoir. Y a-t-il d'autres questions? Alors peut-être juste, je peux repréciser par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc sur le tableau qu'on vous a présenté, en fait, c'est au porteur de projet à bien étayer, expliciter, s'il correspond à de la recherche industrielle, à de la faisabilité, ou au développement expérimental. Voilà, donc c'est bien, au porteur à expliciter le pourquoi il se met là. Enfin, il se positionne et il demande ce taux de financement. Merci Daniel. Une question de Julia Baudard. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on a un Oui, écho. il y a beaucoup d'écho, oui. On est 2 à être connectés, donc voilà. Donc une Là, question. ça va. Ça va? D'accord. Une Oui. question pour la conchyliculture, en fait. Bon, notamment par rapport, aux attentes de la filière concernant, en fait, l'assurance qualité du produit. Quelles attentes, en fait, particuliers, ont, les conchyliculteurs par rapport, en fait, à l'innovation? Est-ce que c'est, de l'innovation, méthodologique, de l'innovation, en fait, d'outils instrumental, pour faire de l'autocontrôle en ce qui concerne la qualité? Ou de l'innovation conceptuelle sur les indicateurs de qualité? Donc, quand on dit de qualité, c'est qualité inhérent aux enjeux sanitaires. C'était l'axe sécuriser les productions dont je parlais, c'est ça, hein? D'accord, oui, c'est ça, oui. D'accord, mais j'ai envie de dire tout mon capitaine. Non, pour être un peu plus précis, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'attente. L'attente majeure, et pour rien vous cacher, aujourd'hui, en sortie d'une crise norovirus assez forte, la profession a manifesté, par exemple, pour donner un peu du concret à mes propos très conceptuels, manifesté la question de toutes les pistes de réflexion pour traiter le norovirus, par exemple, dans l'eau. Donc, ceci étant dit, il n'y a pas que le norovirus et il ne faut pas orienter une stratégie uniquement sous l'émotion de la dernière crise, puisqu'on en a eu un paquet quand même ces dernières années. Il y a aussi toute la logique autour du dinophysis, donc on est sur des réflexions de détoxification en bassin, pourquoi pas d'envisager la mise à l'abri de coquillages, donc c'est vraiment ça. Et après, quand vous me dites d'innovation technique ou conceptuelle, l'idée c'est quand même, l'attente marquée autour des projets qui pourront naître d'avenir littoral, à mon sens, de manière globale, c'est d'être dans le dur, sur du concret. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a des pressions virologiques, microbiologiques, etc., phytoplanctoniques. Aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les solutions, soit pour prévenir, soit pour guérir, si vous me passez l'expression. Donc voilà, c'est vraiment ça l'attente marquée de la profession, c'est d'être armé et d'être sur des solutions pratico-pratiques. Alors on sait que bien entendu, bien souvent, ces solutions derrière doivent rentrer dans un chemin réglementaire qui est
long et douloureux, puisque souvent on est sur des notions européennes. Mais néanmoins, c'est de mettre un pied à l'étrier sur des solutions pratico-pratiques et concrètes pour répondre à ces enjeux de pression sanitaire et de changement des écosystèmes de production qui soit impactent la production par de la mortalité, soit impactent la commercialisation par des arrêtés d'interdiction de ramassage et de commercialisation. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou je suis encore trop conceptuel. Non, 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 très bien, Bien. effectivement. Donc, Merci. oui, oui, l'objectif était effectivement à la fois de surveiller, de guérir, donc, Et prévenir. et de prévenir. Voilà, c'est ça. C'est On est ça, sur ouais. les, Si on dit la 3 mots, les fameuses trilogies actuelles. c'est ça. Trilogie triptyque, surveiller, prévenir, guérir. Voilà. Voilà, ok. Merci. Merci. Donc, une question de Sylvain Charbonneau. Oui, bonjour à tous. Donc Sylvain Charbonneau, société Seducer. Je voulais savoir s'il y avait un calendrier spécifique sur le volet conchilicole et si oui, est-ce que vous avez un peu les grands jalons et sinon, est-ce que vous pouvez repréciser un peu les principaux jalons, alors administratifs dans un premier temps, mais aussi un peu techniques du projet au global? De quel projet me parlez-vous? Parce que j'en ai parlé de plusieurs. Je parlais du projet 4, contrat de filière, mais de projet table du futur. Enfin, j'entends Seducer, donc je me dis production. Oui, table du futur, par exemple, oui. Bon, Est-ce que en fait, d'ores et déjà, il y a des jalons de prévus ou est-ce que pour le moment, c'est pas fixé? C'est ça. Alors, pour vous répondre, le premier jalon, c'était hier. Maintenant, le jalon plus réaliste sur la table du futur. Aujourd'hui, en fait, au niveau du CRC, nous testons, grâce à des fonds État, hein, la mise en œuvre d'une table conchilicole du futur, donc qui a pour objectif la surveillance de la qualité de l'eau, l'oxygénation, l'effarouchement, la lutte contre le vol, etc., etc., etc. Enfin, vos collègues de Seducer sont bien au fait là-dessus, mais je peux aussi communiquer des éléments complémentaires. Ça devait être testé intégralement, les différentes technos, notamment sur l'oxygénation que nous avions identifié. Ça devait être testé intégralement l'été dernier. Néanmoins, avec les soucis d'approvisionnement, parce que l'objectif c'est de l'autonomie énergétique aussi, les soucis d'approvisionnement de certains matériaux, on n'a pu conduire que partiellement l'expérimentation. Donc nos résultats d'expérimentation définitifs de toute la batterie de solutions que nous avons trouvées seront disponibles, donc vont être remises en production au printemps, mai, juin, juillet, août, et seront disponibles du coup en septembre. Le pas de temps, très clairement, je pense que pour les nouvelles solutions, ces résultats pourront venir nourrir les nouvelles solutions techniques et technologiques que certaines entreprises pourront proposer. Après, le jalon de cette table du futur, j'ai envie de dire, c'est une fois qu'on aura eu ces résultats qui permettront d'éclairer les entreprises privées et porteurs d'innovation, derrière, l'ambition, c'est de pouvoir, pourquoi pas, continuer à mettre en œuvre un premier kit, une première table en kit auprès des conchiliculteurs à horizon 2024. L'idée, l'ambition, c'est bien de conceptualiser en fait une table conchilicole en kit et de communiquer ce kit avec ses différents items à tiroir. Hein. Je parlais de vol, de prédation, j'ai parlé de surveillance, je parlais d'oxygénation, etc., etc. Et en fait, de fournir le kit global aux conchiliculteurs avec des fournisseurs privilégiés et qu'eux, derrière, après, ils choisissent un peu à tiroir en fonction de leurs enjeux perso et de leur capacité d'investissement dans le cadre de la rénovation des tables, et puis qu'après, ils soient en autonomie. D'accord? Est-ce que je réponds à votre question? Oui, oui, merci. C'était justement un peu ce cadre général avec ce jalon et je comprends que c'est la première phase qui va un peu déterminer le reste du calendrier du projet. Ouais. Ok, merci. Nonobstant, hein, pardonnez-moi d'ajouter, nonobstant la démarche de contrat de filière conchilicole dans laquelle on est engagé et qui finit au 31/12/2023. Quoi. Après, le combat continue, j'ai envie de dire. Merci. Bon, il n'y a plus de main levée. On laisse encore quelques secondes pour des dernières questions.
Sinon, on va peut-être passer sur le slide avec le planning pour l'appel à projet Avenir Littoral. Donc, je vous rappelle, il y aura une ouverture de la plateforme où vous pourrez télécharger les différents documents le 16 février, avec une clôture le 13 avril 2023 à midi. Alors bien sûr, pour tous ces projets, vous pouvez continuer à poser des questions sur l'adresse Avenir Littoral qui vous sera indiquée là en fin de PowerPoint, mais aussi vous n'hésitez pas à vous rapprocher soit du pôle maire, soit de Haddock, qui sont là aussi pour vous aider à monter les projets. Et bien sûr, vous avez vu dans ce webinaire différents acteurs professionnels. Donc, bien sûr, si vous avez aussi des questions, des doutes sur l'intérêt d'une solution que vous pourriez proposer, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces professionnels pour justement voir si ça correspond bien à leurs besoins. Et puis, bien évidemment, il y a la réponse aux besoins tels qu'ils ont été manifestés, mais il faut aussi, et ça a été souligné par les professionnels, en Méditerranée et en Occitanie, ce sont souvent des petites structures familiales, donc qui n'ont pas forcément des très gros moyens. Donc il faudra aussi que si vous avez la capacité de développer une solution répondant aux enjeux, que cette solution, in fine, soit aussi accessible financièrement, d'une manière ou d'une autre, aux professionnels. Donc là aussi, ça sera un critère d'évaluation parce qu'on peut avoir de très belles solutions, mais qui finalement ne sont pas adaptées aux besoins du fait de la barrière financière. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Juliette? Oui, Isabelle, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais effectivement par rapport aux besoins de la filière. C'est vrai que là, aujourd'hui, vous avez eu un panorama des enjeux pour les deux filières. Le but, hein, on le rappelle, c'est vraiment d'être en cohérence avec ces besoins. On remercie bien sûr les deux filières d'être à côté de nous pour cet appel à projet. Ils vont faire partie de l'expertise des dossiers, donc c'est vraiment important que les projets que vous pouvez porter soient en adéquation avec ces besoins à exprimer aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas aussi à revenir vers eux pendant la phase de constitution du dossier pour que tout ça fonctionne bien. Voilà. Je crois que Fabrice souhaite parler. Oui, merci Isabelle d'avoir précisé effectivement la capacité d'essaimage qui restera limitée pour les entreprises conchilicoles qui n'ont pas les moyens de se payer des cathédrales, mais peut-être que des belles églises ou des petites chapelles. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Pareil pour les projets collectifs qui pourraient être portés par d'autres structures collectives existantes, que ce soit le comité régional de conchiliculture ou les coopératives comme celle des 5 ports qui existent. Et juste, j'en profite pour dire que j'ai mis dans le chat un lien vers notre contrat de filière conchilicole qui permettra, je pense, de donner aussi des éléments plus globaux et de jalons sur la stratégie cadre du CRC Méditerranée. Merci. Ok, juste Isabelle, pour remettre effectivement pour conclure aussi, donc remercier évidemment les filières pêche, conchilicole, le comité régional des pêches, les OP, le comité régional de la conchiculture d'être à côté de nous, à nos côtés pour essayer de faire émerger des beaux projets. Donc là, on essaye vraiment de faire matcher voilà, les entreprises pour avoir des solutions les plus concrètes et opérationnelles en réponse aux besoins de la profession. Donc voilà, n'hésitez pas, comme l'a dit Nicolas et Isabelle, à vous rapprocher des acteurs pour essayer de proposer des solutions vraiment assez concrètes, opérationnelles, innovantes.
Je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit non plus, mais c'est qu'aujourd'hui, pour cette année, l'enveloppe, elle est de 600 000 € pour l'année 2023. Donc voilà, c'était aussi un élément important à souligner qui permettra de financer quelques beaux projets, on l'espère. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, on va vous envoyer le PowerPoint, ceux qui ont participé.